miss a rhythm and rush these days. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle table ronde qui porte sur la création d'entreprises et d'associations liées à l'aménagement. Nous espérons que cette table permettra de mieux appréhender les questions relatives à la création d'entreprise dans un premier temps et également de comprendre quelles implications ça peut représenter notamment en termes de gestion. Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui des personnalités au parcours très diversifié. Donc je vais les présenter rapidement. Nous avons d'abord de ma gauche à droite Guillaume Denil et Céline Royer, cofondateur de l'association Court-Circuit à Brest. Nous avons Joris Lediréac, qui est urbaniste indépendant et qui a créé son bureau d'études Urbaction implanté dans le Morbihan. Nous avons Yann Rochard, co-gérant d'un bureau d'études à Landerneau. Donc le bureau d'études s'appelle Énergie et Territoire de Développement. Enfin, ensuite, nous avons Bruno Yvain, qui est urbaniste directeur associé du bureau d'études Alphaville à Paris. Et puis nous avons Éric Germain, urbaniste paysagiste et créateur et directeur de Folius Éco-Paysage en Seine-Maritime. Donc la première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous raconter vos parcours en fait, et puis un petit peu de détailler la structure dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. Quelles sont vos missions, brièvement? Bonjour à toutes et tous. Donc, moi c'est Guillaume Denil, je suis de la promo 2008-2009. J'ai un parcours assez divers, donc j'ai commencé en licence d'histoire et sciences politiques avant de m'orienter vers l'aménagement du territoire, master. J'ai travaillé 2 ans dans l'urbanisme avant de cofonder avec Céline l'association. Donc 1 an au bureau d'études, 6 mois à BMO, enfin à Brest Métropole maintenant, et 6 mois à la ville de Saint-Malo en tant que chef de projet en rue. Voilà, donc parcours assez court en urbanisme avant de fonder l'association. Et je vais laisser Céline se présenter, après on présentera l'association. Céline Royer, promo 2010, j'ai un parcours en sciences humaines, j'ai fait une licence de sociologie avant d'arriver en master à Joarchi, donc j'ai fait le master spécialité environnement. Après le master, j'ai essentiellement travaillé dans l'associatif, et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'allier l'aménagement du territoire et l'associatif en créant Court-Circuit. Je présente succinctement l'association. Donc, c'est une association qu'on a montée en 2011 qui fédère donc, des producteurs locaux et des mangeurs. L'association organise des distributions de paniers dans différents quartiers à Brest, au cœur des quartiers. Les producteurs sont tous issus du pays de Brest, donc l'entité que vous connaissez. On dépasse un tout petit peu pour quelques produits, mais on tient absolument à rester sur ce territoire. Derrière ces distributions de paniers se cachent plusieurs objectifs. Tout d'abord, permettre à tout le monde d'accéder à une alimentation de qualité et aussi maintenir une agriculture paysanne sur le territoire. Est-ce que tu veux compléter, Guillaume? Je passe le micro. Bien, bonjour à tous, donc Joris Lediréac. Moi, j'ai été diplômé en 2009 de l'Institut de géoarchitecture. Avant d'arriver à l'Institut, j'ai fait une licence AES, Administration économique et sociale. J'ai intégré l'Institut en master, j'ai fait le M1, M2. À l'issue du master, comme vous le savez, en M2, il y a un stage de 4 à 6 mois à réaliser. Je l'ai réalisé au sein d'un bureau d'études Vantais, dans lequel j'ai ensuite été embauché, mais avec un parcours un peu long, puisque j'ai fait un premier CDD de 3 mois, un deuxième de 6 mois, un troisième de 6 mois, et un CDI. Voilà, j'ai travaillé dans ce bureau d'études pendant 5 ans et en mai dernier j'ai été licencié, licenciement économique. Et 3 mois et demi après, du coup, j'avais créé mon bureau d'études en urbanisme, donc Urbaction. En termes de mission, Urbaction c'est un bureau d'études composé donc de moi, voilà, et qui réalise en fait des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en urbanisme préopérationnel, donc tout ce qui est l'aide au montage financier, enfin au choix du montage financier, au choix des modes et processus d'aménagement. Mais ça, je dirais que c'est une partie qui représente peut-être 10% d'activité, et le cœur du métier, c'est l'élaboration de plans locaux d'urbanisme
aujourd'hui carte communale. Voilà. Donc, Yann Rochard, promotion 98-99. J'ai commencé également au milieu associatif dans le domaine des énergies renouvelables, donc à la sortie de l'Institut au début des années 2000. Et depuis 2002, je suis l'un des co-gérants, fondateurs d'une SARL, d'un bureau d'études qui s'appelle Énergie et Territoire Développement. Basé à Landerneau, on travaille principalement sur l'accompagnement, ce qu'on appelle des porteurs de projets renouvelables, éoliens en très grande majorité. Voilà, quelques mots, je vais en revenir plus en détail, mais aujourd'hui le cœur de l'activité c'est celle-là. Bonjour à toutes et à tous, Bruno Yvain, promotion, alors là je ne sais plus, 96-98, c'est Pierre Damien qui sait tout. À l'époque ça s'appelait une MST d'ailleurs, je crois que la réforme LMD a eu moins ça de mérite de changer ce nom. Maîtrise des sciences et techniques. Après j'ai fait le DESS du cycle d'urbanisme de Sciences Po. Je suis parti 1 an en Écosse pour apprendre à parler l'anglais et faire un peu d'urban design. Et ensuite je suis revenu à Paris et j'ai intégré Alphaville dans laquelle je suis toujours. Et avec voilà, Alphaville une histoire un peu particulière puisque je suis désormais co-gérant suite au décès de François Mongeal, qui était un ancien de l'Institut également, avec qui j'étais associé depuis 2009. Et donc voilà, c'est dire que créer son entreprise, ça peut vouloir dire aussi reprendre une entreprise, en tout cas donner suite à reprendre un héritage. Voilà, c'est une démarche volontaire. Éric Germain, donc je dois être de la promotion 91-92, ça remonte à la préhistoire quasiment. Donc j'ai créé une agence paysage et d'urbanisme qui s'appelle Phobus, directement après avoir quitté Brest. Voilà, c'est une agence qui fait beaucoup de maîtrise d'œuvre, aussi beaucoup de projets de création de ZAC. Et nous sommes maintenant 8 personnes, ça fait donc 24 ans que les choses durent. Voilà, donc après je pourrais vous raconter ce parcours long et chaotique, mais finalement des choses concrètes qui se passent. Voilà. Donc j'ai intégré dans mon équipe des paysagistes, des techniciens, des gens qui peuvent suivre des chantiers, des gens qui s'occupent de l'administratif parce qu'effectivement aujourd'hui on est un peu couvert. Et voilà, et puis voilà ce que je peux dire de mon agence pour l'instant. Merci. Donc, on parle de création d'entreprise ou, donc, dans notre situation, de reprendre une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé en fait, à entreprendre cette démarche plutôt que d'être salarié d'une autre entreprise? Ouais, moi je vais répondre, un licenciement économique. Mais je dirais que blague à part, parce que j'ai pas créé ça en 3 mois et demi sans y avoir songé avant. Je dirais que j'y avais pensé avant, et donc j'avais l'idée de se dire que je pourrais travailler pour moi-même, faire le choix de mes projets, des dossiers sur lesquels j'interviendrais, pouvoir dire merde à une commune qui me plaît pas. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'assez satisfaisant d'un point de vue intellectuel. Et donc du coup, je m'étais surtout posé la question de quel investissement il fallait, quelle démarche il fallait entreprendre, quel chiffre d'affaires réaliser pour finalement réussir à rentrer dans ses frais. Et tous ces éléments mis bout à bout m'avaient fait dire que c'était faisable, mais j'avais pas passé le pas. Et voilà, et ce licenciement économique, du coup, ça a été l'occasion de passer le pas. Pour ma part, donc, comme je vous disais, j'ai commencé en milieu associatif à s'intéresser, disons, de près aux énergies renouvelables, à l'éolien en particulier, aux projets éoliens. À l'époque, c'était donc au début des années 2000, c'était vraiment la naissance de ce type de projet en France. Donc voilà, j'étais, je dirais, dans le mouvement. J'ai même bénéficié d'un emploi jeune
dans le cadre de cette association. J'étais salarié, et puis petit à petit, l'activité s'est développée. Et typiquement, voilà, si on devait vendre des études, en gros, hein, soit des collectivités, soit des porteurs de projets, c'était plus trop le rôle d'une association. Et donc assez naturellement, voilà, avec trois autres collègues, avec qui on était déjà en relation étroite dans le monde associatif, et ben on a créé ce bureau d'études en 2002. Donc moi c'est un peu particulier, c'était plutôt une question d'opportunité en fait, voire même de devoir, c'est-à-dire que voilà, c'était une boîte sur laquelle j'étais resté très fidèle depuis le début en fait, et je voyais que je ne pouvais pas partir, sachant que j'étais déjà un peu associé. Et puis voilà, on a le sentiment que c'est aussi créer, ou en tout cas sauver son emploi à soi, même si on doit aussi sauver l'emploi de d'autres personnes, mais voilà, c'est aussi l'idée que ça se fait assez naturellement. En fait, il n'y a pas de réflexion sur est-ce que je serais mieux salarié ou pas. C'est pas vraiment sur ce registre-là. Mais voilà, parce que j'ai une opportunité à saisir. Et puis c'est une belle progression aussi parce que on apprend pour le coup tout un nouveau métier ou d'autres pans du métier qu'on n'a pas du tout intégré jusque-là, c'est-à-dire l'aspect projet de boîte, projet de vie. Donc ça c'est aussi des choses assez excitantes, même si ça bouffe du temps, d'énergie, et que ça pas du tout, pour le coup c'est pas quelque chose sur lequel on est formé du tout. Donc voilà, c'est de nouveaux univers, des commissaires aux comptes, des avocats, des banquiers, qui sont des acteurs avec lesquels on est quand même un peu obligé de proposer, et qui nous ouvrent un peu les yeux sur, qui nous font regarder de façon différente ce qu'on pouvait faire de façon un peu uniquement opérationnelle. En fait, je ne voulais pas aller dans le public, ça, c'est ce que je savais que je ne voulais pas faire, et puis je ne savais pas où aller, finalement, voilà, dans ces cas-là, on s'installe tout seul, un peu dans le brouillard, mais finalement, l'avantage c'est que dans sa jeune, on n'est pas conscient de ce que l'on fait. Et puis après, l'histoire fait que, à mesure de recevoir des stagiaires, des gens qui restent, alors ça fait un employé, ça en fait deux, ça en fait trois, ça en fait... Et après voilà, les choses s'enchaînent d'une manière assez naturelle, et puis curieusement, après toutes ces années, énormes, enfin 24 ans, c'est un truc, on a peine à y croire, on se retrouve dans cette machine, voilà, et puis il faut continuer, donc c'est un choix assumé, et puis quand même, au départ, avec je savais exactement ce que je voulais faire, ce que je voulais défendre, même si je me rends compte que maintenant je me suis un peu trompé dans ce que je défends. Je me prenais pour le D'Artagnan du monde rural, mais bon voilà, mais après on recorrige, et puis à mesure des rencontres avec ses employés, ses partenaires, les clients, et bien on évolue. C'est assez difficile à raconter parce que c'est assez insidieux, les choses se passent de manière toute naturelle. Voilà. Alors de mon côté, la création d'une structure était importante pour deux raisons. La première, c'est l'indépendance, comme tu le disais, Joris. Et la deuxième, c'était la polyvalence, réussir à apprendre par soi-même tout ce qui permet de gérer une association ou une structure, de la comptabilité, dans notre cas la logistique, la relation avec les partenaires, etc. Alors quand j'ai commencé en bureau d'études, donc dans le privé, je me suis rapidement rendu compte que l'exigence de rentabilité était vachement mise en avant par rapport à la poursuite de l'intérêt général. Donc moi je travaillais dans un bureau d'études qui faisait du PLU low cost, hein, franchement on va le dire comme ça, je ne vais pas citer le bureau d'études. Et donc, je suis passé dans le public pour justement avoir le temps de concevoir des projets urbains plus intéressants et plus travaillés. Donc, effectivement, j'ai eu cette opportunité dans le public, mais il s'avère que dans le public aussi, on a des filtres, et donc on a beau concevoir des super beaux projets, très engagés, très ambitieux,
et ben, ça passe le filtre de la direction, et puis après du super chef, et puis après des élus, et au final des lobbies, et au final il n'en reste plus grand chose. Donc c'est ce qui m'a motivé moi à créer Court-Circuit, c'est cette volonté d'indépendance d'esprit, cette volonté d'agir concrètement et en restant fidèle à ses valeurs, ses idées. Et donc ça, c'était la motivation première. Et effectivement, comme le dirait Céline, c'est aussi se plonger dans les choses dont on n'a pas idée forcément. Donc le chiffre d'affaires, vendre son produit, développer la structure, c'est vraiment des choses qui sont tout aussi passionnantes que le métier qui est soit lié à l'aménagement, soit lié à autre chose. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est motivant. Bien entendu, après, ça nécessite aussi un travail qui est beaucoup plus important et qui nécessite aussi une motivation. Enfin, il faut être vraiment passionné par ce qu'on fait pour fonder sa boîte, je pense. Alors Céline, vous avez dit tout à l'heure que justement on doit apprendre par soi-même. Comment on se forme, comment on se prépare, sachant que c'est pas un métier qui nécessite des compétences précises ou quelque chose comme ça. Est-ce que finalement on ne fait pas une introspection avec soi-même pour se demander comment on va réussir à gérer ce genre de structure? Je voulais savoir comment vous avez ressenti ça. Je sais pas, enfin, on est indépendant, on n'est pas tout seul. L'accompagnement comptable, l'accompagnement par les conseils essentiels. Donc, aussi savoir bien s'entourer. Il y a des choses très clairement qu'on ne sait pas faire et qu'on ne saura jamais faire, parce que ce n'est pas notre métier. Après, voilà, nous, aujourd'hui, on est trois associés dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle famille. Et on s'est un peu réparti les rôles, quoi. Voilà, il y a des collègues qui font les ressources humaines, c'est passionnant, et qui, voilà, c'est fader la réglementation sur le droit du travail, organiser des élections du délégué du personnel, mettre en place des entretiens. Enfin voilà, c'est aussi par choix qu'elle a aussi décidé que c'était. Voilà, donc, on apprend tout seul parce que ça nous intéresse, c'est surtout ça. Et après, on est accompagné, j'espère. Je sais que c'est un comptable, mais c'est quand même assez essentiel. Oui, effectivement, au départ, on ne se pose pas du tout ce genre de questions, et heureusement, je vais dire, parce que sinon on freinerait, on se poserait trop de questions. Je vais dire que ça se fait sur le tas. Moi, mon expérience personnelle, ce que je pourrais dire, c'est que depuis donc, une douzaine d'années que je travaille dans cette structure, au début, j'étais très opérationnel dans les dossiers concrets, et puis avec le temps, il y a on est 8 personnes, 5 salariés et 3 co-gérants. Donc, aujourd'hui, je passe une bonne moitié de mon temps à ce qu'on appelle la gestion administrative, fiche de paye, payer les cotisations à l'heure, etc., etc. Donc, c'est pas du tout quelque chose que j'imaginais. Quand j'en parle comme ça, c'est pas non plus quelque chose qui me passionne, mais je vais dire que ça se fait assez naturellement. C'est pas non plus, je le ressens pas comme une grosse contrainte. Même si j'aimerais passer moins de temps à ça et un peu plus dans l'opérationnel. Mais c'est un processus assez naturel. Je dirais c'est une croissance, comme on est petit et puis on grandit avec le temps. C'est un peu pareil. Enfin, moi, ça se passe assez naturellement. Alors moi, pour le coup, pour la création d'entreprise, j'ai fait l'objet d'un accompagnement, c'est-à-dire que clairement, oui, l'entreprise, j'y connaissais rien, le choix du statut, le système d'imposition, le choix de la TVA, enfin tous ces trucs-là, c'était pas, je ne savais pas, et donc je ne savais pas, mais certains savaient, et donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pléthore d'offres d'accompagnement. Moi en l'occurrence, je suis dans le Morbihan. Dans le Morbihan, la CCI propose un accompagnement, la boutique de gestion d'entreprise ou Carrefour des entrepreneurs propose également un accompagnement, et après il y a d'autres encore dispositifs, il y a Bretagne Active qui propose un accompagnement, enfin voilà, en fait il y a plein d'organismes qui proposent, donc le tout c'est de bien choisir. Moi en l'occurrence, j'ai choisi la boutique de gestion de l'entreprise parce que c'était un de mes anciens camarades de promotion de licence qui était du coup mon conseiller, qui est toujours mon conseiller à la boutique de gestion. Donc ça aidait en fait pour la prise de décision, pour se parler directement, et voilà. Et donc j'ai fait une formation de 15 jours spécifique sur la création d'entreprise où on voit en l'espace de 15 jours
les statuts, les modèles, comment vendre son produit, le plan marketing, la com, enfin, forcément tout ça c'est vu dans les grandes lignes et après il faut creuser chaque point, mais disons que ça a permis de dégrossir et de me dire voilà, c'est vers là qu'il faut que je tende, et après je dirais que ça s'est précisé justement avec le comptable, avec le banquier aussi, voilà, donc ça je dirais que c'est pour la partie accompagnement à la création du point de vue forme, structure, mise en place. Après, je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais il y a aussi l'accompagnement financier de l'entreprise, puisque donc, moi le choix que j'ai fait c'était de recourir le moins possible à l'emprunt, et donc du coup pour ce faire, donc j'ai mis des sous de ma poche, hein, voilà, j'y suis allé en me disant au lieu de changer ma voiture, je monte une boîte. Et puis surtout, j'ai eu en fait, j'ai bénéficié donc de subventions et prêts d'honneur. Donc il y a un dispositif qui s'appelle Arc & Sol. Arc & Sol, voilà, j'ai monté un dossier pour eux. Enfin, il y a un dossier à remplir. C'est une émanation du CMB au départ. Aujourd'hui, voilà, c'est associatif. Ils sont basés au Relais-Quérion d'ailleurs. Et donc en fait, si le projet les convainc, ils vous versent une aide sous forme donc, voilà, de prêt d'honneur. Donc moi en l'occurrence j'ai bénéficié de 2 000 €, et puis d'une subvention, moi j'ai bénéficié de 1 000 € de subvention. Donc voilà, c'était un petit plus. Après, vu que j'étais chômeur, j'ai le droit au prêt NACRE. Donc le prêt NACRE, c'est encore un prêt à taux zéro, mais cette fois-ci c'est un prêt personnel. C'est-à-dire que si la boîte coule, c'est quand même avec mes sous que je le rembourse, hein, ils sont pas fous. Et donc ça a été encore un prêt de 3 000 €. Et donc voilà comment en fait j'ai bouclé mon plan de financement. Je pense que pour créer une structure, il faut une petite dose d'insouciance et de se dire que de toute façon on apprendra énormément à nos dépens. Mais c'est enrichissant. Il faut de temps en temps se planter, vouloir faire un peu de tout pour comprendre comment ça fonctionne globalement avant de réussir à déléguer. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné dans Court-Circuit. Donc tu as cité pas mal de structures qu'il y a des créateurs d'entreprises. Ce sont les mêmes structures qui peuvent aider les associations. Et je voudrais juste parler de Entreprendre au féminin, qui est un dispositif porté par Bretagne Active et qui aide les femmes à créer leur entreprise, puisqu'on sait qu'elles sont beaucoup moins nombreuses à le faire et que c'est souvent plus difficile. Guillaume, est-ce que tu veux compléter ? Oui, en plus d'avoir une petite dose d'insouciance, il faut avoir du temps. Alors il faut savoir que quand on crée sa structure, son entreprise, son association, 35 heures c'est un mi-temps. Voilà. 70 heures c'est le plein temps normal. Donc faut vraiment se dire quand on crée son entreprise qu'on va y consacrer sa vie pendant, vraiment sa vie pendant 1, 2, 3 ans, voire plus. Et que l'objectif du développement de la structure, au final, ça devient de réduire son temps de travail. Donc on y arrive bien d'ailleurs, après 2 ans et demi de fonctionnement, on n'est plus qu'à 45, 50, on est pas mal. Donc en tout cas, c'est vrai qu'au début, on est perdu, on ne sait pas vers quelle structure se tourner, et c'est normal. Donc il ne faut pas hésiter à faire le tour, hein, comme le disait Joris, de tous les dispositifs qui existent. Alors il faut savoir que l'avantage d'être une association, c'est que c'est très facile à créer et qu'on peut s'inscrire dans le champ concurrentiel. Hein, c'est pas un problème, c'est juste que passé un certain chiffre d'affaires, on va basculer sur le régime des entreprises, donc on va passer à la TVA, on va passer à la fiscalité des entreprises. Mais en revanche, ce qui est bien, c'est qu'en plus de la facilité de création, c'est qu'on bénéficie de tout un tas de dispositifs spécifiques qui permettent de mobiliser des fonds, on peut avoir des subventions de collectivités, ça faut pas hésiter, il y a plein de manières d'avoir de l'argent. Donc subventions de collectivités, subventions ou appel à projet de fondation. Après nous, ce qu'on a mis en place, c'est du crowdfunding, donc financement par les foules. Il y a des sites, des plateformes qui existent pour ça. Donc on a pu mobiliser de l'épargne citoyenne en fait, à hauteur de 6 000 €. Alors il faut pas... Alors effectivement, c'est bien si on peut éviter de passer par les banques, mais il faut faire très attention à réunir un capital suffisant pour se lancer. Nous, on s'est lancé avec un capital
finalement assez faible. Et ça, on le paye très très cher au lancement. Il ne faut vraiment pas sous-estimer. Le matériel, il faut bien s'équiper. Il faut prévoir vraiment de quoi fonctionner normalement dès le démarrage. Par exemple, on a fait l'erreur de ne pas embaucher un comptable dès le démarrage. Et ben, aller faire une fiche de paye, franchement, si vous n'êtes pas comptable, ce n'est pas possible. Donc voilà, les compétences, on les a vraiment pas au démarrage, on les découvre au fur et à mesure, on apprend sur le tas, et ça prend du temps, mais c'est pas plus mal, c'est vraiment très enrichissant. Alors, dans le même sujet, en principe, quand vous créez votre propre structure, vous avez un cap, vous avez un projet, et c'est un peu comme quand vous rencontrez votre amoureuse ou votre amoureux la première fois, vous voyez pas tout, vous êtes happé par quelque chose. Et tout ce que l'on évoque maintenant, là, les problèmes financiers, les problèmes de structure, les problèmes administratifs, on ne le voit pas parce qu'on a quelque chose en tête de bien précis, on veut atteindre un point. C'était que on veut faire un métier déjà au départ, c'est vraiment le but, l'objectif. Ensuite, effectivement, on s'adapte, on découvre des choses, et puis soit on a la capacité de gérer tout seul, ce qui est extraordinaire, soit eh bien, on va intégrer dans sa structure des personnes qui vont faire mieux que vous ce que vous ne savez pas faire. En fait, c'est le principe de l'entreprise. Et voilà, donc il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que il ne faut pas se lancer s'il n'y a pas de projet précis. En revanche, s'il y a un projet précis qui vous dynamise, qui vous excite un peu, ben voilà, on est happé par ce truc-là, et puis après, le reste, ma foi, ça vient comme ça. Voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez aborder concrètement la diversité des casquettes que vous pouvez être amené à avoir, et du coup préciser si la part de gestion, justement, qu'on passe dessus sur la part d'opérationnel, et est-ce qu'au final, ça représente un problème ou pas? Très franchement, et surtout aujourd'hui, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la chasse au boulot, en fait. Parce que c'est bien beau de faire un site internet, c'est bien beau de faire des jolies plaquettes, mais il y a un seul truc, il faut chercher du boulot et ramasser du contrat. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous prend, en tout cas moi, ça me prend beaucoup de temps, ça prend quasiment la moitié de mon temps. Donc c'est des appels d'offres, toujours, en nombre. Et c'est un peu la course à l'échalote qui, pour le coup, questionne aussi la qualité de ce qu'on peut faire. C'est un peu frustrant. Alors voilà, j'entends mes petits camarades qui parlent du côté main dans le cambouis, démarrage, petite structure. Donc, moi, j'ai une problématique un peu différente, c'est qu'on est 13. Que donc pour être 13, il faut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, voire plus. Et que pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il faut répondre à 3-4 appels d'offres par semaine. Donc ça, c'est ça la priorité en fait aujourd'hui, parce que moi j'ai repris une boîte, pas forcément pour licencier des gens, parce que voilà, on parlait avec Eric, c'est des gens, c'est une aventure humaine, on s'attache, et puis on n'est pas là pour avoir justement une logique purement comptable et regarder nos marges. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif c'est de maintenir 1 million pour en faire un peu plus et d'éviter, en tout cas d'essayer d'éviter de passer par des procédures de licenciement. Adapter la voilure à une réalité de marché qui pour le coup est très complexe. Donc, voilà, on parlait des crises, il y a eu plusieurs crises. Là aujourd'hui c'est pas vraiment une crise, c'est peut-être plutôt une mutation, c'est-à-dire que beaucoup de bureaux d'études ont vécu de la commande publique, qui a tendance un peu à s'assécher aujourd'hui, ou en tout cas à être plus regardante, plus économe sur ses besoins. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut réinventer un peu le logiciel et s'adapter à ce changement-là qui est assez profond. Donc qu'est-ce que ça veut dire diminuer la boîte? Je m'éloigne un peu de la question de départ, mais c'est pour moi un sujet un peu important. C'est que se lancer aujourd'hui dans une aventure comme ça, c'est une bonne dose de courage, sûrement un peu d'insouciance. Et c'est sûrement plus compliqué aujourd'hui que ça n'était il y a 10 ans. Voilà, parce que les 30 Glorieuses, voilà, c'est vraiment terminé en fait. Dans la première fois, je crois que le budget des collectivités ne va plus augmenter. C'était quand même le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, c'est un vrai, il faut une sacrée dose de courage et d'insouciance. Mais ça reste intéressant et
Et c'est pas du tout un message qui vise à décourager les éventuels candidats, mais voilà, c'est aujourd'hui quand même quelque chose de très très compliqué. Ouais, comme je disais tout à l'heure, moi quand j'ai commencé, donc j'étais dans l'opérationnel, je faisais quelque chose qui m'intéressait. Il y avait des projets éoliens en l'occurrence à développer, donc des réflexions, des études qui durent plusieurs années. Donc j'étais complètement là-dedans. Comme je disais, on s'est développé parce que l'activité, les marchés aidant, on a embauché jusqu'à 5 salariés, et on a même été 10 à un moment. Et puis effectivement, ça se contracte un peu, tout ça. Moi, par exemple, il y a encore 3 ans, le chiffre d'affaires qu'on faisait, donc c'est à peu près 400 000 € pour faire une année blanche, quoi, c'est-à-dire payer tout le monde, voilà. Les collectivités, les chiffres d'affaires notre chiffre d'affaires, c'était à peu près 45% auprès des collectivités. Aujourd'hui, là, 2014, c'est moins de 5%. Donc ça illustre bien cette contraction, je dirais, des budgets de collectivité. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé dans l'opérationnel, puis après, par la force des choses, un peu de gestion, un peu de ressources humaines, un peu de tout ça. On se forme sur le tas, effectivement, hein, c'est pas inintéressant, d'ailleurs, on apprend toujours quelque chose. Et puis, on apprend à compter aussi, et à se dire comment on fait pour boucler la boucle. Voilà, moi concrètement, par exemple, je touche en salaire ce que je me verse, je touche moins qu'il y a 2-3 ans. Mais c'est ça aussi, s'adapter à la chose. Et puis, peut-être qu'un jour, parce qu'effectivement, la question commence à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réduire la voilure? Parce que si on n'arrive pas à faire vivre tout le monde, de toute façon, voilà, on peut retourner le problème dans tous les sens à un moment. C'est purement comptable, et il y a effectivement un comptable ou un commissaire au compte ou je ne sais qui va de toute façon venir vous rappeler, vous tirer l'oreille, quoi. Donc voilà, c'est une grande aventure, humaine également d'ailleurs, parce que comme je vous disais, moi j'ai fondé le bureau d'études avec 3 autres personnes. Je regrette rien, hein, je ne sais pas si je le referais si c'était à refaire, mais c'est très intéressant sur tous les points de vue. Ouais. Alors on y passe du temps. On sacrifie peut-être une vie familiale ou sociale à côté, ou sacrifier, c'est pas vraiment un mot, mais non, mais je veux dire, moi j'arrive à trouver un équilibre dans tout ça, y compris au sein du travail, quoi, y compris en regardant comment se fait un bilan, comment le lire, etc. C'est pas des choses qui me passionnaient au départ, mais c'est des choses qu'on fait, qui deviennent naturelles, et finalement je pense que c'est plutôt intéressant. Je vais revenir un peu à la question de base sur les différentes casquettes, puisque moi, pour le coup, la gestion du personnel, c'est assez simple. Hein. Ça va vite, à part m'accorder mes congés, à savoir pas souvent le dimanche, et voilà. Donc, du coup, moi, je reviendrai plutôt sur l'intervention précédente, et de dire qu'effectivement, en démarrage, le plus gros de mon temps, c'est vraiment la phase de recherche de boulot également. Et donc, ça passe par 2 choses, ça passe par, 3 presque. Par la réponse aux appels d'offres. Donc voilà, moi c'est vrai qu'aujourd'hui ça doit représenter 80% de mon temps, je pense, la réponse aux appels d'offres. Et les 20% restants, c'est la prise de rendez-vous avec des élus pour aller présenter la structure. Voilà, rappeler les élus qu'on connaît déjà pour faire tourner le réseau. Dès qu'on est au courant que un appel d'offres va sortir dans 1 mois ou 2 mois, ou voilà, c'est prendre un rendez-vous en avance pour aller se présenter auprès de ce maire-là, de façon à le sensibiliser un peu à sa démarche, sa structure, se dire qu'on aura peut-être un regard un peu bienveillant, je sais pas si ça se dit, mais au moment où la réponse arrivera. Donc voilà, l'essentiel pour moi c'est ça. Bien sûr, il y a aussi, j'ai une partie de gestion de ma comptabilité. Alors moi ça va parce que là, j'ai peut-être pas de fiche de paie à faire, peu d'achats, peu de reventes, donc en termes de compta, ça me prend pas un temps énorme. Et puis comme tout le monde, voilà, il faut que je paye mon URSSAF en temps et en l'heure, des choses comme ça. Voilà. Alors, ce qui est très sympa dans cette vie, c'est qu'elle n'est pas monotâche. Hein, c'est-à-dire que vous avez des journées très, très variées et très diversifiées. Moi, j'adore ça. Vous n'êtes pas non plus statique, c'est-à-dire que vous avez la mobilité, toute la mobilité que vous voulez, sans avoir à expliquer où vous allez, pourquoi vous y allez. Enfin, donc, c'est pas un détail dans une vie, c'est plutôt agréable. Et puis, ensuite, dans cette vie, donc, la diversité de ce qu'on va faire, c'est les relations avec les autres, c'est quand même énorme pour la réussite d'une agence. Alors, avec ses propres partenaires, aussi avec ses concurrents, c'est aussi intéressant à faire, et tous les gens avec lesquels on va travailler,
les autres architectes, les urbanistes, les bureaux d'études techniques, enfin tout ça, ça fait une diversité de personnes, les élus évidemment, avec des échanges extrêmement riches. Donc moi si je devais défendre ce métier, c'est déjà par ce biais-là. Et puis on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais bon, l'avantage de pouvoir s'exprimer, être créatif, enfin, bon, c'est quand même le point de départ et ça existe malgré tous les à côté, bien entendu, parce qu'autrement on aurait arrêté depuis longtemps. Donc au niveau de cette vie diverse et variée, moi je trouve que c'est un énorme avantage. Pour répondre à la question, tout prend du temps, tout prend beaucoup de temps. Mais il ne faut pas négliger quand même le temps dédié à se faire un réseau. Déjà, commencer sans avoir de réseau, c'est pire que l'insouciance, là c'est du suicide. Donc si vous n'avez pas de réseau, faites-vous embaucher quelque part, tissez-vous une toile avant de créer votre structure, parce que sinon, aller décrocher un marché, ça sera compliqué. Donc il faut prendre du temps pour développer son réseau, et après il y a du temps, la gestion prend beaucoup de temps, et à partir du moment où vous avez des salariés, ce temps est démultiplié. Donc en tant que gérant de structure, c'est vrai que l'opérationnel est quand même un peu sacrifié au détriment de la gestion, sauf quand vous êtes en indépendant, seul, là ça se délègue assez facilement. Tout à l'heure, je parlais de polyvalence, et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers. On fait un peu de tout, et après on décide ce qu'on délègue ou pas. Dans notre structure, on est 4 salariés. On a fait le choix de ne pas avoir de forme hiérarchique, donc nous faisons de tout par binôme, et c'est comme ça qu'on a décidé d'avancer pour le moment. Ça nous permet d'avoir une vision globale sur le fonctionnement de la structure. Ça nous prend du temps parce qu'on doit se former, mais en même temps on réussit à développer de cette manière le fonctionnement de la structure et être créatif. Ça demande aussi une compétence dont on n'a pas parlé, c'est on va dire une compétence humaine, réussir à travailler avec les autres. Ainsi, Guillaume, tu l'as évoqué, tisser des liens, avoir un réseau, et on sait que c'est souvent comme ça qu'on réussit à monter une structure, à la faire vivre, en étant connu. Alors justement, on parle de relations humaines. Comment on fait quand on est gérant comme ça, on est vraiment soumis à des pressions financières, des responsabilités, on est soumis aux aléas économiques notamment. Comment on allie cette pression tous les jours avec voilà, des bons rapports avec les gens qu'on emploie? C'est que la pression, justement, elle retombe lorsque l'on a des interlocuteurs. Donc finalement, on est en pleine pression quand on n'a pas de personne en face et donc pas de client. Dès lors qu'on est en contact avec quelqu'un, tout de suite le naturel reprend et puis on arrive à gérer. Enfin, c'est quand même pas non plus un fardeau. Parce que on a résisté jusqu'à maintenant et je pense pas qu'il y ait des gens extraordinaires autour de la table. Enfin, c'est donc tout ça est gérable et par rapport à d'autres métiers, nous ne sommes pas non plus des bêtes à part. Dans les autres métiers, dans le public, les gens ont aussi des pressions. Donc on ne peut pas. Voilà, non, faut quand même pas présenter ça de cette manière-là. C'est pas. On arrive à vivre bien quand même. Voilà, l'avantage d'avoir une structure un peu établie, avec une assise financière assez large et des fonds propres voilà, relativement importants, permet justement, en tout cas, d'échapper à la pression financière, en tout cas, voilà, l'angoisse de la facture qui n'est pas payée et qui correspond avec le paiement des charges trimestrielles. Enfin, voilà, en tout cas, nous, aujourd'hui, on a des situations relativement confortables où, malgré des mois assez irréguliers en termes de facturation, on arrive à ne pas justement ressentir un stress lié à la gestion. Le stress aujourd'hui ou la pression, c'est le nombre d'appels d'offres qu'on rentre en fait. C'est que ça. Enfin, encore une fois, il n'y a qu'une vérité. C'est à partir du moment où on a du boulot, tout va bien, quoi. C'est la priorité. Voilà. Donc c'est ça qui effectivement nous prend du temps. Peut-être pas 80% de notre temps, mais en tout cas une bonne partie.
Il y a un point quand même aussi que j'aurais pu commencer par ça, c'est pas évident, mais ça fait du bien de le rappeler. C'est aussi la liberté. C'est-à-dire que moi je suis mon propre patron. Donc voilà, si je suis pas content, c'est vis-à-vis de moi. Voilà, je pense que c'est très important. Enfin moi j'ai été rarement, très peu de temps en poste salarié, donc avec une hiérarchie et des gens qui me disaient quoi faire. Ou comment faire. Ce que j'ai trouvé assez génial au départ et encore aujourd'hui, c'est justement que voilà, j'ai mon libre arbitre, enfin c'est collectif, mais voilà, je décide de ce que je veux faire. Si je veux pas me lever un matin, je me lève pas. Quoi. Personne ne va me dire quoi que ce soit. Voilà, c'est trivial, c'est idiot, mais c'est valable dans tous les domaines. C'est-à-dire si si on a envie de se lancer sur un nouveau créneau de marché, voilà, il y a peut-être une responsabilité parce qu'on a des salariés, une structure, mais c'est quand même faire ses propres choix avec sa propre réflexion collective parce que c'est partagé. Ça c'est quelque chose de très très intéressant pour moi. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur la pression, et notamment, alors moi, j'ai pas de pression psychologique liée à mes salariés que je risque de licencier, ou enfin, y a pas, voilà, j'ai pas ce souci-là. Moi, je dirais que j'ai une pression financière de démarrage, puisque maintenant, il faut que ça marche, je dirais. Maintenant, je le vois moi comme un formidable levier et une vraie motivation, puisque finalement, moi je me dis, j'ai un statut particulier, hein, je suis chef d'entreprise chômeur, c'est-à-dire que Pôle emploi m'indemnise pendant 1 an et donc me laisse 1 an pour tenter ma chance. Donc moi je me dis, voilà, j'ai 1 an pour que ça marche, pour faire de la trésorerie, pour avoir une assise de départ, pour rentrer des marchés, pour mettre en place une rotation de ces marchés. Et donc en fait, moi je le vois vraiment pour le coup comme une formidable motivation. C'est ça qui me fait me dire, voilà, j'y vais, j'ai 1 an, donc en 1 an tout est possible, donc c'est le moment de faire le boulot. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Donc voilà. Alors la pression financière, oui, elle existe. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on a démarré, donc les 6 premiers mois sur 2012. Donc 36 000 € de chiffre d'affaires, bon super, on va pas se payer, on travaille 70 heures, mais on se paye pas. Donc deuxième année, 143 000 de recettes. Moi je paye de recettes, pas de chiffre d'affaires, parce qu'on n'a pas que du chiffre d'affaires en recettes. Donc là, bon, allez, on est 4, mais on va créer 2 mi-temps. Et là ça commence à faire, donc troisième année, 300 000 € de recettes, là, ok, on peut se payer, on embauche les 4 personnes qui sont sur le projet. Donc il y a quand même cette pression qui est là. Est-ce qu'on va croître suffisamment et suffisamment rapidement pour tenir? Donc on est au chômage, on a des économies, au début on peut tenir, mais il y a quand même, tous les mois, je me suis retrouvé à regarder le compte de l'association, la croissance de l'activité, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de relativement stressant quand on n'a pas un matelas financier derrière, ou papa et maman qui peuvent subvenir aux besoins du ménage. Donc c'est quand même quelque chose. Après, alors l'avantage aussi d'une association, c'est qu'il y a plein de dispositifs pour nous aider. Il y a les contrats aidés, donc il ne faut pas hésiter à pomper tout ce qu'on peut pomper quand on crée une structure. Non, et d'ailleurs dans le privé aussi, hein, il y a des contrats aidés, il y a le CICE, donc il y a plein de dispositifs qui permettent de récupérer de l'argent, et quand on est une petite structure aussi, il faut dire quand même que la fiscalité n'est pas franchement forte, donc à part pour les charges salariales et patronales, hein, mais sinon le reste de la fiscalité est assez faible. Donc c'est pas non plus la mer à boire, c'est faisable, franchement, je vous rassure, c'est faisable. Alors, quand même, nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de cette pression, surtout au démarrage. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens de se faire un matelas, ou d'avoir une famille qui peut les récupérer en cas de pépin, et ça il faut quand même le dire, on ne va pas faire d'angélisme, voilà, c'est une inégalité qui est vraie, et si on n'a pas cette chance d'être récupéré en cas de difficulté, il faut mieux pas se lancer dans cette aventure, il faut vraiment le dire, c'est important. Donc évidemment le niveau de pression en fonction de ses origines, il peut être très très différent, quoi.
dans notre structure, ce qui est un peu pesant, c'est qu'on va progressivement ne plus profiter d'aide publique pour être complètement autonome et donc s'assurer d'avoir suffisamment d'adhérents pour financer le fonctionnement de la structure. Ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il faut toujours être créatif et réactif et se dire qu'un jour, la distribution de panier s'arrêtera pour proposer autre chose. Et c'est ce qui nous parle au quotidien, c'est de se dire qu'un jour, ce fonctionnement changera. Il faut en être conscient, tout simplement. Je voulais juste relativiser un petit peu ce que tu disais, c'est que pour mon cas personnel, le risque est en fait assez limité, sinon une responsabilité morale peut-être vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi, mais sinon moi personnellement j'ai investi quelques milliers d'euros au départ et c'est tout ce que je risque de perdre à la fin. Donc, je veux dire au final, voilà, on reste debout, on se retourne et on fait autre chose, mais voilà, enfin moi je vis pas avec cette angoisse du je vais tout perdre, quoi. Ben, j'ai investi énormément de temps, mais voilà, matériellement, je veux dire, c'est pas... Pour le cas des bureaux d'études, il faut investir dans quelques ordinateurs, quelques logiciels, et puis après, c'est du temps.